Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours dans le bœuf politique et notre invité de ce jour est M. Aboubakar Ousmane Meh, président de l'Alliance nationale camerounaise parti politique ANC. Nous allons maintenant évoquer votre côté aïdioïste, car vous êtes connu comme étant un aïdioïste. Quelle fut l'idéologie politique de cet homme à qui vous semblez accorder une grande importance, Amadou Ahidjo? Le président Ahidjo, je n'ai pas été je n'ai pas côtoyé politiquement, mais j'ai simplement hérité de leur engagement politique. J'ai hérité de cet engagement du fait simplement que, même pour le savoir-vivre dont nous entendons parler aujourd'hui, la vitrine du savoir-vivre, c'était à l'époque Ahidjo. Donc c'est ça qu'il a appelé, lui, l'unité nationale. Bon, cette unité permettait à ce que vous vous sentiez à l'ouest, nous du nord, que nous nous sentions à l'ouest comme chez nous, ainsi que ceux de l'ouest chez nous. Et il l'a dit dans un discours qui est resté célèbre en langue peul. Il a dit non, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Que vous soyez du nord, que vous soyez du sud, que vous soyez vous êtes tous des frères. Voilà son thème, vous êtes tous des frères. Et vraiment, et ça nous manque maintenant. Ça nous manque. Et il a beaucoup travaillé avec quelqu'un de l'Ouest d'ailleurs, Samuel Kamé. C'était son type. Et quand chaque fois qu'il voulait se distraire un peu après le travail, bon, en réfléchissant toujours, Kamé était toujours à côté de lui. Il faisait venir les musiciens traditionnels, là, hein, Ibrahim Nabou, et ça jouait. Et ils étaient deux. Ils s'asseyaient là et Kamé, ils discutaient. Alors donc, le savoir-vivre, ça c'est un. Deux, vous avez une certaine assurance dans les carrières des fonctionnaires. Vous avez une certaine assurance. Et quand vous êtes, par exemple, d'un corps précis, vous savez que la hiérarchie fonctionne. Vous avez, s'il y a des difficultés, vous savez où vous adresser. Les retraités savaient comment faire. Je vous assure, à l'école, nous, j'ai fait Pitois, et ben, on était à l'internat. On nous donnait jusqu'à la quinine. Oui, j'ai connu cela également, tous les mercredis. Hein? Oui, on prenait pour le palu. Enfin, moi, je ne savais pas c'était quoi, mais on nous donnait la quinine, c'était très amer. Et il y en avait qui balançaient ça et tout ça. Bon. Et on avait des tenues pour dormir, les couvertures, les draps. Ça nous a soudés. Avec des gens, moi j'étais de Kousséri, mais c'est vrai, mon père était à Gawa. Il y en avait qui venaient de l'Adamawa, de l'extrême nord. À l'époque, c'était la même région. Mais j'ai connu du monde comme ça. Du monde. On n'était pas tous des musulmans ni des chrétiens. Et il y avait des noirs comme moi, il y avait des bruns, ça nous a donc mixés. Bon, vivre ensemble. Oui, c'était très bien. Surtout quand il y avait des matchs, c'était très bien. Bon, alors maintenant, à côté, vous avez les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels ne faisaient pas de politique. Ils étaient chacun dans sa chefferie à assurer le bon fonctionnement et, je veux dire, la cohérence de la société. Parce que la société traditionnelle. Et même pour même l'administration. Parce que quand on envoyait un commandant de brigade quelque part, mais quand il arrivait, il ne savait pas où dormir, il allait d'abord chez le chef. Et le chef se battait pour essayer de le loger et le nourrir en attendant que le type trouve où aller. Donc cette cohérence-là faisait que partout où vous allez, vous saviez qu'il y avait le commandement. Et je vais vous raconter une histoire, par exemple, le Lamido, à l'époque, le Lamido de Mindif. Non, le Lamido de Bogo avait des difficultés avec mon père, avait des difficultés et à chaque fois, lui, dès qu'il a eu une information, il cherchait le président Ahidjo. Et il leur coupait dans l'herbe sous le pied tout le temps. Et un matin, mon père a donc pris un de ses préfets. Ils sont donc allés chez le Lamido.
Et on l'a fait monter dans le véhicule. Et personne n'a parlé. Et ils ont roulé. Lui, le Lamido, lui-même s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Alors, il s'est mis à présenter des excuses. Personne ne lui a parlé. Seul, il s'est mis à présenter des excuses. Au point où, à un moment donné, mon père dit, bon, ça va. Ils font demi-tour. Et ils viennent devant son Lamida pour le déposer maintenant. Et ils lui disent, bon, chaque fois que tu entends ou tu vois un truc, tu cours, tu parles, nous on est là, on est avec toi ici. Tu préfères aller dire au président, et c'est lui qui nous bouscule avec tes informations. Bon, continue. Il dit vraiment, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Alors, il s'est excusé longuement, et puis bon, donc, ils savaient régler leurs choses. Et s'il vous plaît, vous voyez, en 76, le général Semengue a fait un mouvement. Le général Semengue, il a fait un mouvement. Et le président Idio, ses services l'ont donc très vite informé de ce coup d'État en route. C'était un coup d'État. Que formatait le général Semengue. Qui était en route. Les troupes sont parties des Bolopa. Préparé par le général Semengue. Par le général Semengue. Pierre Semengue. Bon. Et au niveau de Mbalmayo, je crois, on a stoppé le mouvement. Et donc, l'affaire a capoté. Et maintenant, le président Idio se fâche. Il se fâche et il refuse de recevoir Semengue qui cherche à le rencontrer. Et à la fin, Semengue, je crois, une semaine, il n'a pas eu accès au palais. Il s'est mis donc à squatter les amis proches d'Aïdio et personne n'a réussi à le faire entrer. On lui dit, ah, ça, il faut attendre le gouverneur du Nord parce que ce n'est que lui qui peut parler au président. Et ce qu'il a fait, parce que quand mon père arrive, il envoie dans son porte-fanion, le capitaine, il était lieutenant à l'époque, il est d'ailleurs décédé, son fils est maintenant secrétaire général du ministère de la Défense, Kamsoulo. Il envoie donc le lieutenant Kamsoulo pour demander, n'est-ce pas, un rendez-vous et discuter avec mon père. C'est comme ça donc que mon père dit, ok, il peut venir à tel moment, tel jour. Il débarque donc, expliquant tout ce qui s'est passé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et mon père devait dîner donc avec le président le soir. Il se retrouve donc, il discute. Et il lui dit, mais patron, j'ai un dossier, un sujet quand même assez difficile à évoquer, mais je suis obligé de le faire parce que le général Semengue, c'est quand même votre chef d'état-major. Et il dit, mais ce monsieur, c'est un bandit. Ce monsieur, il a voulu me tuer. Et tu sais très bien que s'il me tue, ils vont te tuer. Et toi, tu veux me parler de Semengue? Alors, il a bavardé. Il dit, non. Quand vous avez un de vos administrés, un subordonné qui déconne, c'est deux choses. Soit vous l'appelez, vous lui dites ce que vous pensez de lui, et vous le virez. Soit vous lui parlez et vous le gardez, mais vous le laissez, il n'est ni sur terre ni au ciel. Mais il peut déboucher sur une autre histoire. Ça s'est arrêté là et lui il est rentré dans le lendemain à Garoua. 2 jours après, il l'appelle au téléphone. Il dit, oui, Ousmane, ça va? Il dit, oui, ça va, patron. Il dit, mais j'ai reçu ton type. Il dit, qui ça? Il dit, mais le général Semengue, non. Il dit, mais patron, mais c'est votre type, c'est pas mon type. Il dit, mais je l'ai savonné. Alors, donc ça s'est arrêté là, entre eux trois. Entre eux trois. Ça, c'est des choses qu'Aïdio faisait. Et ça continue, il est resté le seul général. Semengue là, il ne peut pas discuter. Wow, j'apprends les choses tous les jours. Hein? Donc, je pense que le président Biya devrait, parce qu'il connaît tout ça,
Il connaît tout ça. Bon, maintenant qu'on est en difficulté comme ça. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Il faut copier, parce que vous m'avez demandé qu'est-ce que je retiens d'Ahidjo. Donc il faut qu'il copie cet aspect des choses-là. C'est pas tout le temps bien de bagarrer. Il y a des choses qu'il faut quand même pas. Il faut un peu oublier pour que la vie continue. Donc moi je suis donc de cet avis-là. Vraiment, le vivre ensemble doit être renforcé, comme à l'époque. Question à 3 volets. Pourquoi faites-vous de la réhabilitation de la mémoire du président Ahidjo une cause si ardente, de la mémoire du président Ahidjo et désormais de son épouse aussi? Qu'est-ce qui vous motive? N'y a-t-il pas derrière cela une ambition de mobilisation politique tout simplement? Ben, il y a tout ça. Premièrement, votre première question d'ailleurs, le président Ahidjo, durant son séjour de Dakarois, où il était en exil, avait pensé très tôt, parce qu'il quitte le Cameroun en 82, fin 83, 84, je crois, début, bon, la date, je ne l'ai pas. Et en 85, le 19 décembre 85, il écrit un testament, on peut dire. Il écrit dans ce document-là que j'ai, il dit au président qui l'enterrera au Sénégal, ce fut Diouf, il demande qu'on le rapatrie au Cameroun. Le document date du 19 décembre 85. C'est-à-dire 2 ans, juste après son départ. 3 ans, après sa 11 démission. mois avant son décès. Oui, Vous dites 19 décembre, il est décédé le jeudi 30 novembre 1989. Ouais. Donc 3 ans, 11 mois avant son décès, il écrit ce document-là. Bon, je n'ai pas vos calculs là, mais je crois quand même que ça va dans ce sens-là. Et quand il écrit le document, il le met sous pli fermé et le remet à son épouse, sa veuve, aujourd'hui décédée aussi. Et lui, le jour où je mourrai, tu remettras donc ce document, cette enveloppe au président sénégalais qui sera là. Elle lui dit, mais donc Abdou Diouf, non? Il dit non. Et comment tu sais que ce sera Abdou Diouf? C'est jamais, oui. Alors, donc il a mis président de la République du Sénégal. Ce qu'elle a fait quand il est décédé, parce que l'aide de camp de Diouf est venue pour voir un peu comment ça se passe. Elle lui a donc remis le courrier pour Diouf. Et Diouf ouvre et lit que le président Ahidjo demandait qu'on l'enterre le moment venu, qu'on le ramène au Cameroun. Et au Cameroun, ils ont un caveau familial qui est dans son village natal, à Nassarao, où tout le monde est couché, ses parents sont couchés, sa mère et tout le monde. Il a même choisi une place que je suis allé voir, cette place-là. Et il a dit, si vraiment il décède, qu'on le ramène donc aux côtés de sa mère et tout ce monde. Le moment venu. Le moment venu. Et cet endroit-là, il l'avait choisi depuis 83, février 83. Il l'avait choisi parce que quand il est allé enterrer sa mère justement là-bas, il a dit à mon père et Omer Bako qui vient de décéder, il leur a dit, si je décède, c'est ici que vous allez m'enterrer. Et il a marqué dans l'endroit là, tout le monde le sait. Donc maintenant, quand moi j'entre dans le dossier, Madame Ahidjo est presque abandonnée. Presque abandonnée. La preuve, vous voyez, sa propre fille est à Yaoundé. Sa propre fille. Son fils, on peut dire son fils, l'ambassadeur itinérant. Il est assis sur la table. Elle n'a pas grand monde parce qu'elle n'a eu que ces 3 filles-là.
et son garçon Daniel qui est décédé aussi. Qui est décédé à Nice Voilà. il y a 2 ans par là. Ouais. Voilà, donc, quand je débarque à Dakar, elle en avait assez. Et elle a vidé donc, si vous voulez, son fardeau dans ma besace. Et je ne savais pas moi-même en arrivant à Dakar que ça allait être un si grand sacerdoce. Je ne pouvais pas imaginer. C'est quand j'arrive donc auprès d'elle que je découvre tous les déboires que le président Ahidjo a vécu, ses amis qui l'ont abandonné, ses anciens camarades d'enfance qui l'ont lâché, et le fonctionnement du système qu'il a écrasé, parce qu'il n'avait ni pension, ni rien du tout. Il vivait des petites rentes. Quoi, oui, Alors les rentes, il avait quand même 2 ou 3 maisons. Il avait 2 ou 3 maisons à Dakar. À Dakar. Oui, il avait 2 ou 3 maisons. Et ça lui rapportait un petit quelque chose de loyer. Il s'est dit que le président Diouf ou bien l'État sénégalais pourvoyait à ses besoins. Est-ce vrai ou faux? Non. Bah, vous connaissez un peu quand même Ahidjo. Il n'est pas de cette trempe-là. Le président Ahidjo vivait uniquement du peu qu'il avait. Vous comprenez? Mais par contre, les charges qu'il avait étaient au-dessus des entrées qu'il avait. Bon, heureusement pour lui, de temps en temps, il y avait Bongo. Bongo a dû réagir une fois, je crois, 1 ou 2 fois. Il y a Oufouet. Oufouet-Boigny, de Côte d'Ivoire. Oui, chaque fois qu'il s'est retrouvé une fois à l'hôpital, Oufouet est allé l'assister avec quelque chose en main. Eh bien, je vais vous surprendre parce que même Fotso Victor, un jour, a envoyé un petit paquet quand même. Ah, Victor Fotso. Oui, Victor Fotso. Il a envoyé, je crois, dans les... à l'époque, 600 millions à l'époque. Il est quand même allé donner ça. Mais il a dit, il ne faut pas qu'on en parle. Ah, bah maintenant, on en parle parce qu'il est mort, il n'est pas là. Maintenant, on en parle. C'est pour vous dire que l'Ouest n'a jamais abandonné Ahidjo en réalité. Oui, l'Ouest, les gens l'aimaient toujours. Il y a quand même 600 millions à l'époque, Oui, c'était beaucoup d'argent. C'était pas rien. C'était pas rien. Bon, donc, voilà. Donc, Amadou Ahidjo, pour vous, Aboubakar Ousmane, fut-il un modèle? Oui, à notre niveau, oui. Parce que quand vous voyez, il était contemporain de qui? De Bokassa Jean Bédel. Il était contemporain de l'autre, de Malbaï. De Mobutu Sese Seko. Non, Oui, c'est trop. Bon, d'accord. Tout ce monde-là était dans l'environnement très proche d'Ahidjo. Mais il a pu s'en sortir. Vous avez les Hissène Habré qui sont arrivés après avec les armes. Oui, donc tout ce monde-là était là. Obiang, lui aussi, il est arrivé avec les armes. Et ça, je dis quand même, à notre petit niveau, c'est pas rien. Que répondez-vous à ceux qui pensent et disent d'Ahidjo qu'il fut un dictateur, un tortionnaire, un tyran, et qu'en le soutenant, vous devenez le complice d'un homme qui a sur les mains le sang des centaines de milliers de Camerounais? Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens qui pensent ainsi? Ah, c'est très compliqué parce que, vous savez, les gens ont effectivement souffert. Hein. Les gens ont effectivement souffert, mais il faut maintenant localiser les périodes. Il y en a qui ont vécu l'avant-indépendance, dans la rébellion, hein, le maquis, tout ce que vous pouvez imaginer. Le maquis, il faut recontextualiser l'affaire. Ou bien il faut lui donner son nom originel. Oui. C'est pas le maquis, c'est parce que l'Occident a décidé qu'on appelle ça le maquis. Ce sont des résistants. Oui. En France, ce sont des résistants. Oui. Vous faites comme vous voulez, hein, vous dites ce que vous voulez, mais moi je retiens qu'il y avait un maquis. Oui, et ce maquis-là, du côté donc de la Sanaga et puis du côté de l'Ouest, existait bel et bien. Le Mungo, tout ce monde-là, vous avez un type comme Dogmo, qui avait prêté main forte à cette affaire. Donc, Monseigneur Dormo, jusqu'à ce que le président Bourguiba, par solidarité musulmane, décide d'aider Amadou Ahidjo. Vous le savez quand même. Hein. C'est des choses qu'on dit. Hein. La vérité, elle n'est pas forcément celle qu'on dit. Hein. Et je retiens simplement que quand l'affaire de 55 démarre,
Aïdjo n'était que député. Les affaires de Douala, Aïdjo était député. Il n'arrive qu'en 58. Et là, on avait déjà tout cassé. Il fallait donc trouver un moyen de communiquer avec les Camerounais qui étaient déjà dans le maquis, qui avaient déjà pris les armes, vous vous rappelez? Donc il a fallu donc... Je n'étais pas né, seul ma mère m'a... Oui, mais l'histoire nous dit ça. Et il a fallu donc, nous donc, des liens avec ceux-là qui sont au maquis, qui l'ont taxé, effectivement, de suppôt, comme vous dites. Aujourd'hui, en préparant votre émission, les gens savent que vous venez ici, on m'envoie des questions pour vous. Oui. Et beaucoup estiment qu'Amadou Aïdjo fut un tortionnaire, dictateur. Tortionnaire, oui. Et qu'en le soutenant, vous devenez complice de quelqu'un qui... Je viens à ce que... Laissez-moi, s'il vous plaît, dérouler, parce que j'étais en train de vous dire, effectivement, qu'il est arrivé aux commandes en 58. Et la casse était déjà là. Ouais, ça bagarrait partout. Et il a fallu donc trouver une porte de sortie pour aller vers l'indépendance. L'UPC a eu sa manière de faire. Aïdjo a eu sa manière de faire. Des deux manières. Mais il y en a un qui a réussi. C'est lui. Donc c'est le vainqueur qui écrit l'histoire, vous le savez. Bon. Mais Aïdjo est resté modeste. Aïdjo est resté très modeste parce que j'ai vu plusieurs fois des gens dire que non, mais bon, c'est la France qui l'a installé là. On a un volet préparé pour ça. Hein. Je vais bientôt vous amener sur Jean Ramadi, ne vous inquiétez pas. Oui, mais ils ont dit que c'est la France qui l'a installé. Sauf que personne n'explique comment la France l'a installé. Vous allez nous l'expliquer dans quelques minutes. Donc, pour vous, Amadou Aïdjo ne fut pas un tortionnaire, ne fut pas un dictateur. Aïdjo a travaillé pour le Cameroun. Aïdjo a rasséréné l'Ouest. Parce que moi, je connais, parce que je suis allé dans le Onkam. Je suis resté 2 mois dans le Onkam pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant le maquis. Les gens de Bafoussam quittaient pour venir exiger les affaires de la contribution des populations pour la guerre, comment ils appelaient ça. C'était 2000 francs par individu. Et si vous ne donnez pas ces 2000 là, contribution à l'effort de guerre là, non, si vous ne donnez pas, on arrachait vos tôles. C'était à Bafoussam que les gens partaient. De là, ma question était, est-ce que pour vous, Aïdjo fut un dictateur et un Non, je viens à la... Bon, alors, donc, il fallait donc laisser ce monde-là à la merci donc des autres. Il aurait pu ne pas faire fusiller Wandji, par exemple. Oui, mais ça, c'est un choix. Un choix, donc, si vous voulez, institutionnel. Qu'est-ce que les textes disent? Les textes peuvent dire, et le président de la République, qui est suprême, dit non. Oui, la preuve, il n'a pas... Les textes n'en valaient pas grand-chose à l'époque. Mais quand vous découvrez comment on a assassiné les gens dans l'Ouest, quand, comment on appelle le ministre Haïti arrive à... non, pas Haïti. Qui était envoyé à Bafoussam comme gouverneur. L'ancien ministre il fut ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur également. Bon. Je vois qu'il était du Sud. Oui, non, il est de Yaoundé. Anzié. Oui, Anzié a été envoyé comme préfet oui, envoyé préfet à... Mais c'est toujours les mêmes qu'on envoie, tous les gens du centre non, du Sud. je vous dis, laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire d'abord. Il arrive à Bafoussam, nouvellement affecté pour mettre l'ordre. Le premier matin, c'est que vous savez qu'est-ce qu'il croise là, on le réveille. Il y a 4 têtes coupées devant sa porte. Qui les a coupées? Voilà. Quand on sait que l'armée française coupait les têtes. On lui dit c'est l'accueil. Qui a coupé les têtes? On vous accueille. Bon, l'armée française, elle a été... parce que l'armée française, effectivement, ce que vous dites est vrai. Parce que l'armée française... Thomas Deltombe le dit. À un moment donné, Aïdjo se rend compte qu'ils ne veulent pas partir. Et c'est eux qui prennent les munitions pour donner aux maquisards, que vous appelez... les résistants. Les résistants. Voilà. Et on découvre que les résistants ont les munitions des Français. Et
Aïdjo dit, mais Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et parce que quand on a dit aux Français de sortir, ils ont refusé. Bon, maintenant, quand ils ont su que c'est comme ça, on leur a donné 48 heures. Bon, et on allait à l'indépendance. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Bon, chers téléspectateurs, vous avez compris qu'Aboubacar Ousmane ne vous dira jamais si son mentor politique Amadou Aïdjo fut un tortionnaire ou dictateur ou pas. Chacun lira entre les lignes. On va quand même poursuivre l'émission. J'ai posé la question. Bien. Vous avez rencontré plusieurs personnalités camerounaises et sans doute africaines au cours de vos démarches pour le rapatriement des restes d'Amadou Aïdjo. Il y a un qui a retenu mon attention et vient d'ailleurs de me quitter, c'est Feu Sa Majesté Ibrahim Bonbon Djoya, sultan des Bamoun. Quelle était sa position sur cette affaire-là? Il en était malade. Parce que Mbombo, son père était un proche à Aïdjo. Ndjimolo Seydou. Oui, il est décédé en 92. Oui, Ndjimolo était un proche à Aïdjo parce qu'ils se sont connus en 1947 à l'Assemblée parce que ils étaient tous deux délégués. Et Aïdjo, en compagnie d'Abdoul Bagui, et ils étaient 3, et Amadou Maoundé, le grand frère de Madame Haman. Et ils ont été voir donc Ndjimilo pour lui dire, est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble, c'est-à-dire que l'Ouest, le Noun et le Grand Nord. Et ce jour-là, ils étaient accompagnés par un gars métis là, qui était à l'agriculture, à l'élevage. Ndjoya, un prince, Aboubacar Ndjoya, c'est lui un métis. Il les a conduits dans chez le Namido et ils lui ont expliqué. Et Ndjimolo était très content. Mais avant de les recevoir, il a fait préparer donc des enveloppes où il a mis, pour vous dire la noblesse des gens, il a mis 10 000 francs dans les enveloppes. Et quand Aïdjo est arrivé avec donc, Amadou Maoundé et Abdoul Bagui, ils ont fini l'entretien. Et avant de partir, il a donc fait signe à Ndjoya, qui a pris donc les enveloppes dans un plateau. Et chacun a pris donc le sien. Bon, c'était la première rencontre. Bon, après, ils ont travaillé longtemps ensemble. Et là où il y a eu donc des difficultés, c'est quand Aïdjo a décidé de partir. Et Mbombo appelle son père pour lui dire que bon voilà, ton ami dit qu'il s'en va, comment on fait? Et l'autre dit bon, j'arrive. Il est arrivé à Yaoundé, il voulait rencontrer le président pour l'en dissuader, sûrement. Le président a dit non, il ne le reçoit pas. Voilà la première cassure. Maintenant, quand ça s'est passé ainsi, et que plus tard les choses ont donc pris une autre direction, la réunion du 18 juin, vous vous rappelez, Mbombo s'est abstenu de monter donc dans le train, n'est-ce pas, de démission. Tout simplement parce que son père lui a dit, mais où on va donc finalement? Parce que on veut lui parler, il refuse. Maintenant, il dit qu'il faut que les gens démissionnent. Et on ne sait pas véritablement à quoi ça nous sert. Donc, il faut rester avec les institutions. Donc, ça fait une deuxième étape. Deuxième cassure. Ouais, une deuxième étape. Et donc, après, quand il est décédé, avant même de décéder, il avait déjà remis à Aïdjo le testament pour son remplacement. C'est-à-dire, Sa Majesté Ndjimolo Seydou avait déjà remis à Aïdjo son testament. Oui, comme quoi, s'il décède, c'est Bonbon Djoya Ibrahim qui allait lui succéder. Oui, donc Aïdjo l'a laissé dans le coffre. C'est le jour de la passation, quand il remettait le pouvoir au président Biya. Il lui a dit, bon, écoute ça, Ndjimolo, il a tenu à ce que ça se passe comme c'est là. Il faut donc faire attention. Et il a concrétisé ce vœu de Ndjimolo. Et Mbombo, pour sa part également, a fait la même chose. Et lui, je crois que c'est depuis 2012 qu'il avait déjà remis entre 2002 ou 2012, parce qu'il m'a dit, je retiens quand même 2. Donc, pardon. Donc maintenant, tout ça fait qu'il est resté très près d'Aïdjo, en termes
d'affection. D'affection, oui. Bombondio est resté Bombondio, proche d'Aïdjo, oui. mais politiquement proche de Paul Biya. Et non, le truc c'est qu'en 94, il y avait une Coupe d'Afrique, je crois, au Sénégal. Non, 92. 92, voilà. Donc il était au Sénégal et il est allé à Yoff, sur la tombe du président. Il était accompagné de Saïdou. Et après, ils se sont rendus donc chez la veuve pour lui expliquer, bon, écoutez, c'est ça la vie politique. On va essayer de faire en sorte que les choses s'arrangent, mais vraiment, vous avez tout notre soutien. Donc, il rentre au Cameroun. Quand il rentre, il se fait non recevoir par le président parce qu'il était ministre des Sports, pour le compte rendu donc, de l'événement. Et il en profite pour lui dire dans les divers que, bon, voilà, avant que vos services ne vous le disent, j'ai été sur la tombe du patron, parce qu'eux tous l'appellent patron. Même M. Biya l'appelle patron. Il l'appelle toujours patron. Ah bon, à l'heure où je vous parle, il a laissé le patron dehors 30 ans. Il l'appelle toujours patron. Il a laissé le patron dehors, ça fait c'est une ambivalence 33 ans que le patron est dehors. C'est ambivalent, mais c'est que lui qui peut expliquer ça. Alors, donc il lui a expliqué tout, il lui dit, bon voilà, j'étais chez la dame, mais je me mets à votre disposition au cas où vous voudrez que cette affaire soit donc réglée. Et il ne l'a plus rappelé. Bon. Alors moi, en 2018, quand je vais à Fumban le rencontrer, on en parle largement, et il me dit, bon, dans ce cas, écrit au président, parce que je me plaignais du fait que la pension de la veuve, au moins, soit payée. Et il m'a dit, c'est tout à fait normal. Il a vérifié au niveau du ministère des Finances, effectivement, l'argent était là, personne n'avait touché, en tout cas les cartons, personne n'avait touché à quoi que ce soit. Et j'ai donc écrit. Et j'ai écrit, il a pris le document, et il y avait la cérémonie des vœux, c'était en fin d'année. Il est allé avec le document chez le président, et il lui a expliqué. Bon, alors le président dit, mais alors qu'est-ce qu'il... Il dit, bon, il a appelé Ngongo, le secrétaire général. Ferdinand Ngongo. Ngongo. Il lui dit, bon, essayez de voir comment régler tout ça. Et plus tard, avant la sortie donc de la fête, il a rappelé encore Mombo pour lui dire, ok, je viens de donner des instructions à Ngongo. Et nous en sommes là. Mombo est déjà décédé. Bon, voilà, la dame, elle est décédée. Je faisais ça parce que je savais qu'elle était fatiguée. Et il n'y avait personne pour s'occuper de son histoire. Alors, la question qui s'impose à moi, est-ce que M. Ferdinand Ngongo a donc suivi les instructions et la pension a été versée avant que Mme Aïdjo décède? Vous êtes dans votre imaginaire, parce que moi, je vous raconte les faits. Voilà ce qui s'est passé. C'est une question que je pose. Oui, la question n'a pas sa place à mon niveau. Parce que je vous dis, voilà où toutes ces démarches m'ont conduite. Et voilà ce que le sultan a pu faire. Très bien. Et voilà ce que le président lui-même lui a dit. Par contre, je vous dis aussi que la dame, elle est décédée, elle n'a rien... Elle n'a jamais rien perçu. Alors, chers téléspectateurs, il y a 2 ans de cela, nous sommes en 2022. En 2020, j'interviewais Maître Charrier Bournazel, le tout dernier avocat d'Amadou Aïdjo. Je l'ai interviewé en compagnie de quelqu'un que vous connaissez, un certain Konaté. Et Maître Charrier Bournazel, qui était donc très proche de Mme Aïdjo toujours, de la famille, m'affirmait dans cette interview que vous pouvez retrouver sur GMTV+, que Germaine Aïdjo, veuve d'Amadou Aïdjo, n'avait jamais perçu un seul radis du Cameroun. Voilà, c'est Maître Charrier Bournazel qui le disait, c'est pas moi. Non, mais c'était fait, c'est des faits, c'est là. Et je trouvais inhumain que ça se passe comme ça s'est passé là. Je trouvais que c'est inhumain. Une veuve, elle avait plus de 80 ans. Et laisser la nature la dévorer comme ça, l'exposer, parce que c'est quand même la première, elle fut la première dame, et au Sénégal, elle a le respect qu'il faut. Mais vous savez, en Afrique, quand quelqu'un vient vous voir, il faut lui donner quand même un verre d'eau. Alors j'ai bien fait vous donner le verre d'eau. Tout à fait. Très bien. C'est notre tradition, notre culture. Bon, si Mme Aïdjo se limitait simplement à ses soins, à payer l'eau, l'électricité, c'est pas du Aïdjo. Quand
quand on sait ce qu'on sait désormais, Germaine Aïdjo est désormais décédée, ça fait quelques mois, bientôt. Avril, ça fait 8-9 mois. Ça fait bientôt 1 an. Quand nous sommes en janvier, donc dans 3 mois, ça fera 1 an. Elle n'a jamais touché un seul radis de sa pension de veuve. Ni Aïdjo. Ni Aïdjo lui-même. Lorsqu'on sait que Mamadou Aïdjo, qui est le fils d'Amadou Aïdjo, pas avec Germaine, mais de son premier ménage, et Aminatou Aïdjo, qui est la fille de Germaine et d'Amadou Aïdjo, lorsqu'on sait qu'il travaille avec le régime en place, l'un est ambassadeur itinérant, l'autre est PCA, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez dire, Aboubakar Ousmane, mais que les deux ont franchi l'infranchissable? Vous savez, c'est quand vous approchez les familles que vous comprenez la douleur. Et j'ai partagé la douleur de Mme Aïdjo pendant très longtemps. Et je suis convaincu qu'elle ne serait pas contente que j'en parle. En tout cas de ces faits-là. Elle a porté ça. Aminatou a fait ce qu'elle a fait. Nous sommes tous d'accord que ça ne se fait pas. Maintenant, Mme Aïdjo est décédée. Je crois qu'il faut saluer sa mémoire et voir plutôt du côté des plus forts, c'est-à-dire le régime. Pourquoi accepter que ces choses-là se passent entre nous? Le président avait tous les moyens et de toute façon, Aïdjo avait suffisamment de biens au niveau du Cameroun qui leur permettent de manger à leur faim. Oui, la question, c'est pour vous, est-ce qu'ils ont franchi l'infranchissable? Oui, je peux pas. Mamadou et Aminatou. Personne ne ferait ça. De ce que je sais pour moi, dans mon environnement tel que nous sommes éduqués, personne ne fera ce qu'ils ont fait. Personne. Doit-on lire entre les lignes que Germaine Aïdjo en a beaucoup souffert? Elle en a terriblement souffert. Mais Mme Aïdjo, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas souvent taper très vite. C'était un roc. Vous savez, elle était de père corse. Vous connaissez les Corses. Mais par contre, sa mère est d'une ethnie, d'une tribu Peul, des guerriers, qu'on appelle les Yilaga. Donc elle avait les deux sangs là, mixés. Elle a tenu tête jusqu'à ce que justement Daniel la quitte. C'est Daniel qui emporte Mme Aïdjo. Oui, malheureusement, quand je vais à Dakar en décembre 2019, je ne parviens pas à la rencontrer parce que Daniel est dans un état... Voilà pourquoi on sait... C'est Daniel qui a emporté Madame, ce n'est pas les faits là. Ouais, c'est son fils. C'est son fils. Son unique fils. Oh, elle n'a pas tenu. Elle n'a pas du tout tenu. C'est comme ça, c'est triste. Mais c'est la réalité. On va saluer Aïssatou qui est toujours à Dakar. Oui, donc, bonjour Babette. Voilà. Bonjour Aïssatou, bonjour Babette. J'ai toujours, j'irai à Dakar, j'irai vous voir. Voilà. Parlez-nous maintenant de Jean Ramadier. Qui était Jean Ramadier et quelle importance a-t-il eu dans la vie politique d'Amadou Aïdjo? Jean Ramadier, il est resté 3 semaines au Cameroun. Mais il a eu une importance capitale dans la vie politique. Il est arrivé, il a débarqué le 29 janvier. Et il est reparti, je crois, le 20 février. 1958. Tout à fait. Et Jean Ramadier, il était d'ailleurs de la nomenclature ici, en tout cas son père, qui était sénateur. Et quand il arrive avec des consignes du ministère de la France d'Outre-mer. Dont des consignes de l'Élysée quelque part. Oui, des consignes de l'Élysée. Ouais. Ces consignes-là, là-dedans, il n'était pas question de laisser Aïdjo s'approcher du fauteuil. Présidentiel ou bien Premier ministre, ouais, enfin, c'est comme vous voulez. Mais Aïdjo était interdit de cela. Ouais. Et la réunion s'est passée ici. À Paris. À Paris. Et on le sait pourquoi, parce que lors donc de cette concertation-là, le ministre de la France d'Outre-mer avait donc convié Henri Casalo. Oui, Casalo. Qui était donc préfet, je crois, à Kousséri, qui fut préfet à Kousséri, du temps où Mme Aïdjo travaillait à Kousséri. À Kousséri, en effet. Elle le connaissait donc très bien. Casalo, donc, était à la réunion, et là-dedans, on dit donc
à Ramadier, bon, alors voilà les consignes. Donc il a Tout sauf Ahidjo. Tout sauf Ahidjo. Parce qu'il y avait d'autres raisons que le ministère avait évoquées. On peut le dire, les raisons étaient religieuses. Oui, Bourguiba. Oui, voilà, Bourguiba en Algérie, c'est un musulman, il ne faut pas qu'on laisse un musulman à la tête du Cameroun. Voilà, parce que pour eux, les musulmans, ils ne sont pas entreprenants, pour eux. Oui, parce qu'ils disent que si Dieu n'a pas fait, ça ne peut pas se faire. On dit, bon, on attend que Dieu fasse. Et ça, j'ai vu un rapport d'un administrateur, un colon, de Ngaoundéré, qui a dit ça, qu'ils sont là, exactement comme les Mauritaniens, à attendre que Dieu fasse tout pour tout le monde. Donc, on ne voulait pas d'Ahidjo, parce que ça allait basculer dans le sens religieux. On ne voulait pas d'Ahidjo parce que religieux, parce que si, on ne voulait pas de Bamileke parce que si, parce que ça. Bon, alors, donc, le sens. Ce qui est sûr, c'est que quand la consigne tombe, Casalo court donc chez Madame Ahidjo, qui était à l'hôpital des enfants malades ici, à Paris. Et l'hôpital des enfants malades, elle était là parce que son fils Daniel avait chopé une méningite aiguë. Une méningite, en effet. Voilà, donc et ils étaient dans l'hôpital et le type arrive, il lui dit, bon, écoute, cherche vite ton mari, parce que Ramadier est parti avec des consignes. Il n'est pas question qu'on le mette, donc il se prépare avec ces gens-là, qui s'organisent. Oh, il a parlé. Ça a paniqué donc madame. Elle a abandonné Daniel avec les infirmières. Elle est allée donc à la poste. Mettre des pièces. Oui, mettre des pièces. Elle a appelé, finalement, elle a eu l'assemblée. Et elle dit au type, bon, je voudrais parler à Ahidjo. Le vice-premier ministre, quand même, il était vice-premier ministre. On l'a vite retrouvé. Mais elle dit, il ne s'entendait pas au téléphone. D'accord. Il ne s'entendait pas. Alors, elle crie, lui, il n'entend pas. Et puis, finalement, il lui dit, mais ça, elle a retenu, il dit, bon, ne t'inquiète pas, tout se passe bien. Elle lui dit, non, il y a Ramadier qui allait avec des consignes pour t'écarter. Et bon, elle a retenu que tout se passe bien, elle ne voulait pas autre chose. Elle rentre. Alors, Ramadier s'installe donc dans les consultations. Et il constate que les gens, ils ne se prenaient pas pour n'importe quoi. Oui, les Sopos. Les André-Marie Bida. Oui. Un Bida voulait à tout prix garder le fauteuil. Bida qui voulait écraser les Bassa dans son discours, là, devant Ramadier. Bida, son épouse avait d'ailleurs giflé quelqu'un en plein marché. Oui, pour dire que, mais comment, quitte, il faut dégager là quand je passe. Et ça fait des émules. On dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, Ramadier a travaillé avec tout ce monde-là, il a essayé de recouper. Et il dit, le seul qui lui a paru adapté au rôle, c'est Ahidjo. Bon. Alors. C'est lui qui l'a reçu consigne d'écarter. Et à ses yeux, c'est lui qui est le plus acceptable. Parce que tous les autres étaient des bagarreurs. Or, il fallait réunir les gens. Il y en avait qui étaient dans les maquis, même quand vous n'aimez pas le terme, il fallait les ramener. Il y en avait qui disaient que bon, maintenant c'est eux. Il n'y a pas question de... Et Ramadier a donc baissé le ton des uns et des autres, jusqu'à ce qu'il décide, en son âme et conscience, de choisir Ahidjo. Et quand il choisit donc, effectivement, il l'installe, et la France l'appelle. Il dit, mais... Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Ahidjo? Et dit, mais moi, j'ai fait ce qui est bon pour le Cameroun. Hein. Pour une fois, un Français, un administrateur blanc a fait quelque chose qui est bien pour le Cameroun, non pour la France. Il dit, lui, Ramadier, il a fait ça pour le Cameroun. Et tout ce qu'ils ont dit là, les gens qu'ils ont... Il dit, non, lui, il a choisi Ahidjo pour le bien du Cameroun. On dit, ok, 48 heures, vous rentrez. On le dégomme, non. Parce que le truc se passe le 18. Le 20, il était déjà dans l'avion. Et après, on l'a balancé en île pour une sanction administrative. Et son père, le sénateur, lui dit, mais qu'est-ce que tu allais faire au Cameroun? Il dit, mais c'est ce que tu m'as appris. Dire la vérité. Et ça a fait des bruits, et puis à la fin, Ahidjo est resté. Bon, quand Ahidjo s'installe donc,
Mais imaginez donc vous-même, qu'est-ce que la France peut faire, comme à l'époque avec, c'était, Sékou Touré aussi avait les mêmes problèmes. Les pots de banane. Les pots de banane, oui. Oui, ça a commencé à glisser, c'est comme ça qu'ils donnaient des armes, des munitions aux rebelles, enfin aux indépendantistes, comme tu dis. Et bon, il n'était pas de tempérament bagarreur. Il avait la patience d'écouter. Il voulait construire un État, une nation. C'était ça son objectif. Il a donc demandé à tous les Camerounais, parce que les Français, pour certains, ont demandé à quitter. Si c'est lui qui est leur président, eux, ils ne peuvent pas travailler avec un noir. Ils ont demandé. Alors, il a dit aux Camerounais qui étaient ici en France, d'y rentrer vite. Parce que les Blancs, là, ont décidé de nous saboter. Rentrer, occuper les postes. Bon. Et chacun courait comme il pouvait. Quand ils sont donc arrivés, Semengue venait de sortir, il était sous-lieutenant ou lieutenant, je crois. On lui a demandé de rentrer parce que il n'avait pas fini l'école. Hein. Le stage, je crois, il était à un stage sous-lieutenant ou lieutenant, je ne sais plus. On lui a demandé de rentrer le plus vite possible. Il était avec, comment on appelle, le colonel Etondé. Oui, on leur a dit il faut rentrer. Parce que l'armée devait être reconstruite. Bon, les Tato, ils opéraient pour le Nigeria. Bon, après, Tato James. Oui, après on leur a, quand il y a eu donc l'affaire de l'unification, bon, il a été reversé et c'est comme ça que ça commence. Et les opposants qui n'avaient pas la quintessence de ce qui s'est passé avec Ramadier ont dit non, c'est eux qui devaient être là. Mais la France a envoyé Ramadier pour mettre Ahidjo. Alors, je vais préciser quelque chose ici. Vous ne le savez pas, mais vous allez le voir sur JMTV+. Vous n'êtes pas le premier qui passait sur ce plateau et évoquait Ramadier. Pourquoi je l'ai mentionné ici? C'est que vous, qui êtes du Nord, précisez ce que vous venez de dire. Samuel Badjoum, ancien journaliste à la retraite aujourd'hui, qui lui est de Bazo Baganté, l'a dit sur ce plateau il y a 1 an et demi que la France ne voulait pas d'Amadou Ahidjo. C'est Jean Ramadier qui a décidé de choisir Amadou Ahidjo contre l'avis des autorités de son pays, la France. Donc, chers téléspectateurs, je pense que quand on a... Vous ne connaissez pas Samuel Badjoum, j'en suis certain. Jamais entendu parler. Lorsqu'on a deux avis qui convergent avec quelque chose, il doit y avoir une once de vérité quelque part. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce travail pour... Non, moi je le sais parce que les acteurs, Casalo, c'est lui qui allait dénoncer. Ah, oui, qui allait dire à Mme Ahidjo... Oui, que bon, on est en train de jeter ton mari dehors. D'accord. Ben, je suppose que ce monsieur Casalo est mort depuis longtemps. Bon, j'aurais tellement aimé les avoir rencontrés, moi. Hein? Chers téléspectateurs, on se retrouve dans la 3e partie de cette émission. On va évoquer maintenant le successeur d'Amadou Ahidjo, Paul Biya. A tout de suite. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important, de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.